Audrey Pulvar, merci beaucoup de votre présence. Vous nous avez, vous Merci avez à fait le vous. déplacement. On vous a vu donc en basket sur le territoire africain. Oui. Racontez-nous un peu la genèse de ce projet pour vous Mhm. aujourd'hui. Alors déjà, je voudrais préciser que pour ceux qui l'auraient noté, Madame Sagiru, qui intervient, donc le Nigérien qui intervient dans ce sujet, a insisté pour être nommé, enfin synthétisé, comme on dit dans le métier, cinéaste Oui, agriculteur. oui, oui, Parce ça que c'est m'a effectivement un percuté. cinéaste et c'est un cinéaste reconnu sur le continent. Il a déjà eu, enfin, il a essentiellement fait des films documentaires. Il a reçu plusieurs prix pour ses films, qui sont des films pour la plupart liés aux questions environnementales, liés à tout ce qui est inclusif, etc. Enfin, tout dans l'esprit justement African Pattern. Mais c'est aussi quelqu'un qui a initié tout un projet un peu similaire à celui qu'on vient de voir au Niger et ça marche très bien. African Pattern, le modèle africain, en quelque sorte. L'idée est venue après un travail que j'ai mené pendant toute l'année 2018 quasiment, avec quand j'étais présidente de la Fondation pour la nature et l'homme, avec le Burkina Faso. Burkina Faso. Je suis aussi ambassadrice de bonne volonté d'Action contre la faim. Je m'étais rendue plusieurs fois au Burkina Faso et il y a eu des attentats au Burkina Faso début 2018 qui visaient les intérêts français. Le pays a été placé en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères en France et plusieurs amis burkinabés m'ont dit mais c'est une catastrophe pour nous, pour les affaires, pour le tourisme, pour les liaisons commerciales, etc., etc. Donc on a besoin que des personnalités françaises parlent en bien du Burkina. Le Burkina est atteint par le terrorisme, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et donc, on aimerait bien que tu viennes et tout. Et donc, moi, j'aurais dit, mais bon, je peux toujours venir sur l'avenue Nkrumah faire un selfie en disant voilà, j'y suis et bien et personne ne m'attaque, mais ça va pas aller chercher très loin. En revanche, justement, en tant que présidente de la FNH, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ensemble. D'autant plus que c'était le moment où, ici en France, à la FNH, on se battait pour que dans la réforme constitutionnelle, le gouvernement prévoit d'inscrire le climat et la biodiversité à l'article 1er de la Constitution. Et c'était aussi le moment où, en Burkina, il y avait toute une commission constituante, pas une assemblée, mais une commission constituante qui réfléchissait à la nouvelle constitution, puisque c'est un pays dont le peuple a chassé un tyran il y a quelques années, tout, donc est en pleine phase de création démocratique. Et donc j'aurais dit, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, il y a peut-être un travail à commencer ensemble, d'échange d'expertise. Et ce travail, effectivement, eh bien, on l'a fait pendant toute une année, des échanges, des travaux communs, de l'expertise, voilà, échanger entre les experts scientifiques de la Fondation et des techniciens, des cadres, des militants écologistes, des ministres burkinabés. Bref, tout ça a débouché à la fin de l'année 2018 avec aussi le Premier ministre du Niger et le président du Ghana sur une réflexion sur le fait que le continent africain non seulement ne pouvait plus attendre des pays de l'hémisphère nord qu'ils prennent leurs responsabilités, notamment sur leurs externalités négatives à l'égard de la zone sahélienne qui est la plus touchée effectivement par l'impact du réchauffement climatique, mais qu'en plus, il pouvait proposer des solutions pour lui-même et pour le reste du monde. Et l'idée d'African Pattern, c'est avec un ensemble de scientifiques africains, essentiellement, d'élaborer un nouveau modèle de développement économique et social durable de long terme, donc écologique, à partir des savoir-faire africains. Tout à l'heure, Antoine Cyr parlait des savoirs anciens. On est en plein dans cette idée. Alors, il ne s'agit pas de ne s'appuyer que sur les savoirs anciens. Évidemment, il faut les upgrader. Évidemment, il faut être un peu malin, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de se priver de tout ce qu'on a su depuis. Mais si vous voulez, il y a une espèce de double temps. C'est-à-dire que ici, je dirais ici dans l'hémisphère nord, pour parler vite, on a tous les diagnostics. Je vois Hervé Le Treut au premier rang. Je veux dire, le GIEC nous prévient, nous informe, nous instruit même depuis assez longtemps. Et le dernier rapport du GIEC est très clair. On sait, on connaît la situation, on connaît le diagnostic et on a toute une littérature scientifique importante sur les transformations à mettre en œuvre, sur les solutions, sur les caps à fixer.
On connaît le diagnostic, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas forcément, mais on sait ce qu'il faut faire. Et ce qui me frappe, c'est que dans la zone sahélienne, et pas seulement au Burkina Faso, on n'a pas forcément à chaque fois une documentation aussi riche et aussi accessible. Mais concrètement, les populations mettent déjà en œuvre des solutions que nous, ici, nous voudrions voir appliquées. C'est-à-dire, par exemple, en matière d'agroécologie, comme on l'a vu dans cette ferme, en matière d'agroforesterie, en matière d'énergie renouvelable, de sobriété énergétique, de recyclage, d'économie sociale et circulaire, et même en matière de démocratie participative, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Parce que, par exemple, ce que vous venez de voir, là, la ferme d'AZN, c'est une douzaine de villages qui se sont mis ensemble pour la faire fonctionner. C'est pour ça que je parle de Notre-Dame-des-Landes qui a réussi. Oui. Et c'est un endroit où il y a une école, où il y a de la formation pour les jeunes, où les femmes également sont formées, elles ont leur propre filière, elles s'autonomisent, et où les décisions sont prises collectivement, et depuis 20 ans, hein, pas depuis 2 ans. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a un certain nombre d'expérimentations, un certain nombre d'organisations collectives des sociétés depuis des décennies. Elles se sont organisées sans forcément attendre sur les États. Si on partait de ça et de la mise en œuvre des savoirs anciens pour bâtir ce nouveau modèle. Donc le C de African Pattern, avec son petit point au milieu, c'est l'épicentre. Nous voulons que l'Afrique soit l'épicentre de la révolution écologique mondiale, que l'ensemble des écologistes appellent de leur vœu. Et pour cela, nous allons passer par une modélisation quasiment mathématique de ces expériences déjà menées pour les rendre réplicables et en faire la plateforme d'une politique publique. Alors, je crois qu'il y a un slide, oui, si on peut le montrer, avec les 2 C comme ça. Voilà, celui d'avant. Voilà. Donc ici, vous voyez, bon, j'en ai une trentaine de slides, mais je vous en ai apporté que 3. Hein. Vous en avez vu un avec le logo, ça c'est le deuxième, il y en a un troisième. Voilà ce que nous allons faire, ce que nous avons commencé. Mais là, on est plutôt dans tous les aspects administratifs, organisationnels, recrutement de l'équipe et tout. Mais j'ai déjà quand même un conseil scientifique à moitié constitué qui a commencé à travailler. Et l'idée, c'est à la fois d'être un think tank, c'est-à-dire avec ce conseil scientifique, d'élaborer ce nouveau modèle de développement à partir des savoir-faire africains. Et c'est très important pour nous que ce soit des scientifiques africains, mais encore une fois, pas que, mais essentiellement des scientifiques africains qui réfléchissent pour l'Afrique de solutions à partir des savoir-faire africains. Et puis on voudrait challenger en quelque sorte les propositions du conseil scientifique, parce que il ne faudrait pas qu'on arrive dans 1 an ou dans 2 ans avec une plateforme très très bien sur le papier, mais qui ne soit absolument pas adaptée à la situation concrète des populations ou pas appropriable par les populations. Donc l'idée, c'est aussi sur le terrain, et typiquement avec le reportage que vous avez vu à l'instant, de soutenir des projets, et là on pourra passer au 3e slide, de soutenir des projets sur le terrain. Alors vous voyez des startups, des projets collectifs, du leadership féminin. On a déjà un certain nombre de projets identifiés au Niger, au Burkina, en République démocratique du Congo où j'étais récemment. Et donc l'ambition est forte. L'idée, c'est d'ici 2 ans pour le sommet mondial de la Terre d'avoir une plateforme politique à proposer et de l'avoir faite adopter par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement africains qui croiront dans ce modèle africain, dans cet African Pattern, pour arriver au sommet mondial de la Terre en disant voilà, on a 3, 4, 5, 10, 15 pays africains qui adoptent ce modèle créé par des Africains pour l'Afrique, mais qui entend inspirer le reste du monde. Merci beaucoup Audrey. Alors je note d'ailleurs la différence entre un fonds de dotation et une fondation. On n'est pas tout à fait sur la même histoire. Ah non, déjà c'est pas les mêmes moyens. Oui. Parce que pour créer une fondation, il faut 1 million d'euros en France. Alors je signale quand même qu'en Suisse, il faut 50 000 euros pour créer une fondation. En France, il faut 1 million d'euros. Et puis c'est évidemment des procédures, une gouvernance très particulière. Fonds de dotation, il faut 15 000 euros. C'était un peu plus à ma portée après que j'ai quitté la Fondation pour la Nature et l'Homme. D'accord. Peut-être une question. Quel est l'accueil sur le continent africain, notamment de sa gouvernance au sens large, d'une telle démarche qui se veut très émergente? On l'a bien vu dans le reportage. Voilà. Alors l'accueil, il est super enthousiaste en fait. Avant de créer le fonds African Pattern, j'ai quand même testé l'idée parce que je me disais, bon,
C'est très très ambitieux. On a discuté de ça encore une fois avec un certain nombre de scientifiques, mais l'idée est vraiment née dans un événement qui s'appelle le Rebranding Africa Forum, qui en général est organisé à Bruxelles, mais qui l'an dernier, en octobre, était organisé à Ouagadougou. Et d'ailleurs, le thème du rebranding cette année-là, c'était la finance verte, Okay. La finance au service de la transition. Et voilà, c'était l'aboutissement de cette presque année entière de travail, mais en même temps, c'est quand même une discussion avec le président du Burkina, le président du Ghana, le Premier ministre du Niger, le président de la CEDEAO, et pas loin, il y avait des responsables de la BAD, qui aboutit à ça. Et c'est vrai que moi, sortant de là, je me dis, ça leur plaît, l'idée leur plaît, elle me plaît aussi. Mais quand même, peut-être que c'est complètement irréalisable. Et puis, quelle structure va s'en occuper? J'ai très rapidement compris que ce ne serait pas la FNH, puisque j'ai su que Nicolas allait revenir. Ça ne pouvait pas être une agence intergouvernementale. Je n'avais pas non plus envie, parce qu'on me l'avait proposé, d'une mission, genre une mission de la CEDEAO, des choses comme ça. Donc il fallait déjà trouver la structure et ensuite en parler à un certain nombre de scientifiques africains, mais aussi français, à des gens, des contacts que j'avais par exemple à l'AFD, à d'autres ONG. Enfin, j'ai vraiment testé l'idée pendant un certain temps avant de lancer l'affaire. Et l'accueil, il a été, enfin je veux dire, j'ai dû en parler en personne autorisée, j'entends, pas à Café du Commerce, mais franchement, j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai parlé au moins à 80 personnes. D'accord. Et il n'y en a eu qu'une qui a tiqué un peu en disant « Ouais, bon, c'est quand même très ambitieux ton truc. » Mais sinon, je dirais que les 79 autres, en plus, je commençais la conversation en disant « Écoutez ou écoute, je vais te raconter comment on va changer le monde. » Bon. Donc en général, au début, j'avais droit à un petit sourire poli. Au milieu, je voyais un peu d'intérêt dans l'œil de mon interlocuteur, mon interlocutrice. Et à la fin, elle me disait « Mais c'est génial, il faut le faire, allons-y, faisons-le. » Donc voilà, ça c'était le premier accueil. Et depuis qu'African Pattern existe, même si encore une fois, on est, si vous allez sur notre site internet, il est encore under construction. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore prêtes, mais depuis qu'African Pattern existe, franchement, on a un accueil hyper enthousiaste. Et j'ai envie de dire, je crois que ce qui explique cela, cet accueil très enthousiaste, c'est aussi le fait que, vous savez, moi je suis une militante écologiste, féministe, et je considère que le réchauffement climatique, c'est avant tout une affaire d'inégalité. Donc, lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter contre les inégalités. J'ai fait ça toute ma vie, donc pour moi, c'est logique d'être là. Mais les débats en Europe, en France, sur ces questions-là, on est en plein dedans, et parfois ils me paraissent assez lunaires par rapport à ce que j'entends au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Enfin, les femmes dont vous parlez au Sénégal, elles ne se posent plus la question de savoir s'il y a réchauffement climatique ou pas, quoi. Elles ne se posent pas la question de savoir si l'activité humaine y est pour quelque chose ou pas. Elles savent que c'est le cas. Et elles n'ont pas non plus pour ambition de reproduire chez elles le modèle de développement sur lequel nous fonctionnons aujourd'hui, puisqu'elles voient qu'il est à bout de souffle et elles voient les conséquences désastreuses sur leur quotidien. En revanche, ils et elles ont envie d'autre chose. Et c'est ça le modèle africain. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens, je vous assure qu'au Burkina Faso, mais comme au Niger, comme un peu moins en RDC, parce qu'ils ressentent un peu moins quotidiennement l'impact, j'ai rencontré l'homme et la femme de la rue, ils vous disent, texto, il faut changer de paradigme. Mais avec ce mot-là, quoi. Donc, ils ont envie d'un modèle de développement comme n'importe qui sur Terre. Ils ont envie de voir dans leur pays une classe moyenne qui vive dans des conditions de confort et de sécurité à peu près standards. Ils ont envie de croire que la vie de leur enfance sera meilleure que la leur. Ils ont envie d'avoir un minimum de possession, enfin d'être à peu près confortablement installés. Mais ils savent que le modèle de développement dans lequel nous sommes depuis presque 200 ans n'est pas le bon. Alors ils disent, trouvons-en un autre. On n'est pas les seuls à y réfléchir, mais c'est le moteur d'African Pattern. Trouver cet autre modèle qui, à la fois, assure l'émergence dans ces pays-là d'une vraie classe moyenne, parce que
l'idée, bon, des gens très riches qui s'en sortent, il y en a partout sur Terre, y compris dans les pays les plus pauvres. Donc, je ne m'inquiète pas pour ces personnes, je n'ai rien contre elles, mais je ne m'inquiète pas pour ces personnes, je sais qu'elles s'en sortiront toujours. L'idée, c'est de sortir un maximum de personnes de la pauvreté, de la précarité, pour avoir des classes moyennes à peu près, voilà, encore une fois, confortablement installées. Merci beaucoup, Merci Audrey Pulvar. Le temps me manque un peu pour continuer à vous poser encore une dizaine de questions.